C'était le premier procès à la veille des 20 ans de l'anniversaire du génocide. C'était le premier accusé en France qu'on jugeait pour génocide. C'était un procès extrêmement suivi par la presse, mais aussi par les étrangers. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'étrangers, des collègues étrangers, de la presse étrangère dans la salle. Donc on a eu, et j'ai écouté avec intérêt ce que disait Robert Badinter, on a eu un peu les mêmes problématiques. Mais ce procès se singularise par rapport au procès Barbie, je voudrais insister là-dessus, et puis aussi rebondir par rapport à l'observation de Madame la ministre sur la compétence universelle. En tout cas, les enseignements que je tire à travers cette affaire. Souci d'exemplarité évident. Il faut rappeler que le capitaine Sébi Kangoura, il a été arrêté en France. On ne nous l'a pas offert, il a été arrêté en France. Et que la juridiction internationale ad hoc qui a été créée pour juger les génocides rwandais a refusé de le juger. Et que la chambre criminelle de la Cour de cassation a refusé aux Rwandais le droit de les juger alors que les Rwandais le réclamaient. Et donc, on a construit notre compétence là, sur ce double refus, et j'y reviendrai. C'est vrai qu'en France, on a une très faible expérience du traitement juridictionnel des crimes de masse. Il y a eu le procès Barbie, le procès Papon, le procès Touvier, et puis, j'allais dire, c'est tout. Procès filmé, ce n'est que le 6e, je crois, après le procès Barbie. Donc ça donnait une certaine dimension, mais qu'on a très vite oublié parce que par rapport à 1987, la technologie a fait un tel progrès qu'on ne les voit plus, les caméras. On ne les sent plus, on ne les voit plus, on les oublie au bout de 2 minutes, alors que je me suis plongé dans le film du procès Barbie, on voit que ça au milieu. Oui, mais on l'oublie. Oui, on les oublie. Mais là, elles sont complètement discrètes, on les oublie. D'ailleurs, il faut faire attention à ne pas se laisser aller. On a eu les problèmes logistiques sur lesquels je ne vais pas m'étendre, d'accueil, de gestion de l'émotion. On a essayé d'innover en créant des cellules psychologiques. Parce qu'effectivement, une émotion terrifiante, terrible dans la salle. Il faut gérer ça. On a eu... Donc voilà 9 juges français, 6 citoyens qui ne connaissent pas bien la justice, 3 juges professionnels qui vont avoir à connaître de cette affaire. Et donc, à la différence du procès Barbie, c'est que l'histoire rwandaise, l'histoire du génocide au Rwanda, les Français l'ignorent. Nos hommes politiques et la presse manifestent beaucoup d'incompréhension et disent beaucoup de bêtises sur le sujet. Donc il a fallu effectivement se consacrer d'abord à l'explication du contexte, parce que c'était compliqué. Et c'est pour ça que sur les 8 semaines de procès, on a consacré 2 semaines à faire venir ce qu'on appelle des témoins de contexte, avec la difficulté du choix, mais sous le contrôle des parties, puisque les victimes ont fait citer leurs témoins de contexte. La défense n'a pas manqué aussi à tenter de faire citer des témoins de contexte. Parce que, aussi, l'une des difficultés du ministère public, c'est que tout repose, l'accusation dans ces affaires repose sur un seul type de preuve, les témoignages. Parce que, vous le savez, les génocidaires, c'est tuer et effacer. Selon la formule bien connue, ils tuent et ils veulent tout effacer. Effacer le genre humain, effacer celui qui a commis comme crime d'être né, et puis effacer tout ce qui pourrait restituer ce qu'il a fait. Et donc, il faut trouver des témoins. Et la problématique des preuves dans un procès de cette nature, c'est central. Et pour le ministère public, ça veut dire qu'il faut faire venir ces témoins. Et là, c'est des témoins qui venaient du Rwanda. Donc ça veut dire qu'il faut, je ne vous fais pas de dessin, mais faire venir des gens du Rwanda qui ne sont jamais sortis de leur village, qui n'ont jamais pris l'avion, qui ne savent pas ce que c'est que la justice française, qui arrive sous ces ors écrasants pour l'assise de Paris. Ben, il faut s'assurer, quand on est ministère public, de garantir leur présence, leur bon acheminement jusqu'à Paris, s'assurer que leur séjour se déroule en toute sécurité, je ne vous fais pas de dessin là-dessus, sachant que dans les témoins, nous avons à la fois des victimes et des bourreaux. Parce que le génocide rwandais, c'est un génocide de voisinage, vous le savez. Donc le ministère public est confronté à ce double défi. S'assurer de la présence de ceux qui sont indispensables pour faire la démonstration de son accusation et ne pas courir le risque de manipuler les témoins en organisant trop bien leur présence à Paris. Donc ça, c'est extrêmement compliqué à gérer pour le ministère public. Et je disais que la problématique des preuves, elle est centrale. Dans cette affaire, il a d'abord fallu faire la preuve du génocide, parce que les génocidaires, leur défense, sont généralement négationnistes. Vous le savez bien, M. Truche. Négationnistes, c'est-à-dire qu'on nie l'existence. L'accusé nie avoir vu des morts. Il y a eu 800 000 morts au Rwanda. Il disait avoir même pas vu un seul mort. Donc il faut combattre le négationnisme. Il faut
Donc on a besoin de ces témoins de contexte qui sont essentiels. Le débat sur la preuve du génocide, il a été évidemment pollué par la défense qui a voulu faire le procès de la France au lieu de faire le procès de l'accusé, parce que c'est facile. Et c'est une question délicate à gérer pour le ministère public, parce que ça vient évidemment polluer la démonstration de l'accusation. Et puis il y a eu la thèse du double génocide, c'est-à-dire que la défense du génocidaire essaye de mettre au même niveau des choses incomparables. Le génocide, qui est, vous le savez, la planification de l'extermination d'un groupe ethnique, et les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et ils voulaient mettre sur le même plan, en permanence, les crimes du FPR et les crimes commis qui étaient reprochés à l'accusé. Et puis il y a eu cette interférence négative de ce qui s'est passé au TPIR. Vous savez que le TPIR a jugé un certain nombre de génocidaires et qu'à un moment donné, il a même acquitté pour entente celui qu'on considérait comme le cerveau du génocide, le fameux Bagosora. Alors la défense nous disait, mais comment expliquez-nous qu'il y a un plan génocidaire alors qu'il n'y a même pas de cerveau? Le TPR a acquitté celui qu'on considérait qu'il était le cerveau. Et puis vous savez que le plan d'un génocide, même avec le génocide juif, c'est extrêmement difficile. Alors, dans le génocide de Rwanda, il n'y avait aucun document écrit. Donc la défense s'est évidemment positionnée sur ce terrain-là, et c'est vrai qu'on a eu du mal par rapport à ce qui a été dit au TPIR. Très rapidement, j'en viens à la démonstration de... Ensuite, alors, la Cour a retenu, évidemment, c'est basé sur ce qu'a dit la communauté internationale, ce qu'a dit le TPIR, disant qu'il y avait un constat judiciaire de l'existence d'un génocide au Rwanda qui était raisonnablement pas contestable. Mais ça n'a pas empêché, et c'était son droit à la défense de contester tout cela. Ensuite, il fallait démontrer ce qu'on reprochait à notre accusé, qui était en fait un dignitaire radical du clan Habyarimana, qui avait donné des ordres et qui avait fourni des moyens. Donc, mais ça, il fallait le prouver. Évidemment, il niait tout, puisqu'il n'avait même pas vu de mort. Et donc, là, j'en viens justement au problème du statut du témoin. Parce que dans notre droit actuel, il est effectivement mal protégeable, je dirais. C'est-à-dire que, justement, ces témoins, ils ont été au TPIR, tous, dans d'autres affaires. Et ils demandent une protection, on leur accorde une protection, ils témoignent de façon anonyme, voilés, enfin, avec un rideau, enfin, flouté comme nos témoins sous X. Devant la cour d'assises française, on n'a pas cette possibilité. C'est où vous fermez définitivement l'accès au public d'emblée au départ, mais vous ne pouvez pas le faire à éclipse pour les témoins. Le texte, la rédaction du texte ne permet pas, on a beaucoup réfléchi avec le président, parce qu'on avait beaucoup de témoins qui nous disaient, on vient, mais à condition que vous nous garantissez qu'on ne me voit pas, qu'on ne sait pas qui je suis, parce qu'il y a trop de public. Et puis moi, je vis à côté de mes bourreaux, je continue encore à vivre à côté de mes bourreaux à Kigali. Et quand je vais rentrer à Kigali, je ne veux pas que... Bon. Et ça, on leur a dit, on ne sait pas faire, on ne peut pas faire. Donc, vous témoignerez à visage découvert. Voilà. Et donc ça pose une difficulté. On a eu, entre guillemets, du déchet. Des gens qui nous ont dit, à ces conditions, on ne vient pas. Donc ça, c'est une réflexion que je glisse au passage, une difficulté auquel on s'est heurté dans le cadre du procès. Alors qu'au TPIR, il y a un système de protection du témoin. Je dirais que, évidemment, les fragilités des témoins qui est classique, là, est exacerbée par les problèmes d'écart culturel, par les problèmes d'ancienneté, par le problème de mémoire, et surtout par le fait que la défense, évidemment, essaye d'exploiter la fragilité d'un témoignage. C'est de bonne guerre, mais je dirais que là, dans cette affaire, on a eu un télescopage entre le discours formaté de l'accusé, de ses témoins qui faisaient venir, qui venaient se télescoper avec les hésitations, les contradictions, les failles humaines, mais qui paraissaient crédibles cette fois-ci, humainement, de nos témoins de l'accusation. Et en fait, les meilleurs témoins, enfin, pour l'accusateur, pour l'accusation, pour le service public, en fait, c'est les Tutsis que Simbi Kangwa, l'accusé, avait sauvés. Parce que cela, comme tout génocidaire, il a sauvé quelques Tutsis. C'est un phénomène bien connu, ce phénomène du sauvetage. Mais ces gens-là, c'est extraordinaire, parce qu'ils étaient vraiment, ils remerciaient leur sauveteur, l'accusé. Mais en même temps, ils nous expliquent combien celui-ci avait droit de vie ou de mort sur quiconque. Donc, lui, il y avait échappé, mais d'autres
n'y avait pas échappé. Et ça, si vous voulez, c'était vraiment des témoignages à charge à décharge. Et en crédibilité pour le ministère public, c'était pain béni. C'était pour nous nos meilleurs témoins. Heureusement qu'ils sont venus, ceux-là. Heureusement qu'ils ont tenu le choc. Heureusement qu'ils ont accepté de témoigner en plein jour. Mais certains nous ont dit, c'était terrifiant. D'abord, ces témoins, ils ont du mal à reparler, à revivre ce qu'ils ont vécu. Parce qu'il y a le temps du génocide, puis tout le reste. Et alors, les obliger à parler du temps de génocide, pour eux, c'est rouvrir des plaies très dures. Mais je crois que Madame nous en parlera plus longuement. Voilà, donc, je termine, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire, pour rebondir sur la question de la compétence universelle. Moi, je dirais que on faut s'interroger ici sur les limites dans cette affaire, dans ce type d'affaire de la compétence universelle. Parce que, je disais, notre compétence là, est fondée sur un double refus, c'est-à-dire la juridiction internationale ad hoc n'a pas voulu juger pour des raisons sur lesquelles on reviendra, mais nous, on a refusé de laisser juger par ces juges naturels qui étaient les juges rwandais. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat juridique, mais la Cour de cassation s'arc-boute, j'en dirai pas plus longuement, mais s'arc-boute sur des principes, moi qui me choque actuellement, mais alors que, si vous voulez, le Rwanda de 2014 n'est plus le Rwanda de 1994 ou 2000. Ils ont fait des efforts pour abolir la peine de mort, pour réformer leur justice. Il faut que la Chambre criminelle sache que le TPR a extradé des Rwandais vers le Rwanda pour qu'ils soient jugés au Rwanda. Il faut qu'ils sachent que des pays nordiques ont extradé, encore tout dernièrement, des Rwandais pour qu'ils soient jugés au Rwanda. Donc moi, la question que je pose, c'est la compétence universelle, oui, c'est quand il y a un risque d'impunité, quand il y a un déni de justice. Mais là, il y a presque un trop-plein. Les Rwandais demandent que ça. Donc moi, je dis... Alors que c'est quand même des procès à haut risque. Je ne passe pas sur le risque d'asphyxie de la Cour d'assises de Paris, parce que ce sont des dossiers extrêmement chronophages, extrêmement lourds à gérer. On ne peut pas indéfiniment multiplier les efforts. Si ça se banalise, après ça ne devient plus exceptionnel. On n'aura plus le soutien, comme on l'a vu, du cabinet, les apports logistiques, etc., la mobilisation de la presse. Il y a la position de la France qui va devenir de plus en plus polémique et exploitée par la défense. Moi, je dis que c'est des procès à haut risque, et je me dis, est-il vraiment opportun, encore, et bienvenu, de vouloir maintenir éloigné du débat rwandais le jugement de ces affaires, sachant qu'il va y en avoir beaucoup qui vont arriver, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de réfugiés présumés génocidaires qui sont venus en France. Il faut savoir que maintenant on a un pôle génocide redoutablement efficace, dirigé par M. Choquet et par Mme De Vos, que les affaires vont venir, et que si la Chambre criminelle de Cour de cassation maintient sa jurisprudence, on va se heurter à des vraies difficultés. Voilà quelques réflexions que je voulais faire très rapidement suite à cette expérience.